Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous arrivons à la troisième journée de notre petite manifestation organisée dans le cadre de Africa 2020, manifestation par laquelle nous clôturons ce programme qui donc a commencé, une manifestation qui a commencé mercredi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir, dans ce beau lieu de la médiathèque de Roussillon, dont on remercie les responsables ainsi que la mairie de nous avoir offert cette possibilité, la possibilité de mener cette rencontre avec notre invité Malek Kelou, que je remercie d'avoir lui aussi accepté de jouer le jeu et qui est déjà là pour accompagner l'un des films programmés dans cette manifestation, qui a été projeté hier à Mansoura, tu nous as séparés, qui est réalisé par votre propre fille, Dorothée Myriam Kelou. Donc nous sommes Olivier Barlet et moi-même, comme d'habitude, là pour animer cette séance, que nous avons intitulé « Mémoire de guerre entre silence et transmission d'une génération à l'autre », témoignage de Malek Kelou, qui évidemment qu'on peut solliciter au moins à trois titres. D'abord en votre qualité de protagoniste du film que nous avons vu hier dans l'après-midi à Apt, mais aussi en tant que témoin. Et également en tant que réalisateur, puisque vous avez vous-même, pendant longtemps, notamment à FR3, réalisé des documentaires et vous avez eu effectivement à vous exercer à l'outil cinématographique pour donner à voir des événements de l'histoire. Voilà. Donc pour ce faire, j'aimerais donner tout de suite la parole à Olivier qui a, je dois dire, beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi sur le film et qui a hier animé la séance et discuté, interrogé Malek pour nous parler déjà de ce film. Oui, merci Tahar. On va revenir directement sur le film, effectivement, un petit peu comme début de notre discussion globale, parce que c'est un film d'abord important. Moi, je trouve que c'est un film fondamental à partir du moment où apparaît à l'écran véritablement le peuple algérien, alors que dans le cinéma, en général, sur le traitement de la guerre d'Algérie, c'est toujours les soldats, mais le peuple n'est pas là. Donc les différentes parties du peuple ne sont pas là, quoi. Et donc là, on a véritablement quelque chose qui est du domaine du vécu, très profond, comme ça, avec les rencontres avec les gens. Comment est venue, quelle est la genèse, quelque part, de ce film? Parce que c'est une histoire de famille. C'est votre fille qui veut restaurer ou bien explorer pour elle-même quelque part, mais aussi en faisant un film pour la postérité, un épisode
qui n'est pas seulement un épisode, c'est une sorte de réalité absolument incroyable que nous découvrons avec et qui concerne bien, le déplacement de population absolument gigantesque qu'il y a eu pendant la guerre d'Algérie, organisée donc par l'armée française pour lutter contre le FLN. Donc comment est venue cette articulation entre vous, qui êtes témoin de l'histoire en étant enfant à l'époque, et puis, mais qui a toute votre famille impliquée, puisque déplacée, et puis eh bien, votre fille, qui elle n'a pas mis les pieds à Mansoura plus que vous d'ailleurs depuis, et avant le film, quoi, et qui eh bien, propose de revenir sur cette histoire. Je crois revenir vraiment au point de départ de ce film, de ce projet de film. C'est-à-dire que moi j'avais un projet de film de documentaire de 52 minutes que je voulais passer à France 3. Et à l'époque, on avait beaucoup... Vous pouvez parler un peu plus fort? Un peu plus fort, oui. Pour, un peu plus fort, je parle pour le public. Pour le public qui ne... Et également pour le micro. Donc c'est un film qui part déjà d'un projet de film que moi-même j'ai essayé de réaliser pour France 3, qui malheureusement ne s'est pas fait. Pourquoi? Parce que... disons que France 3 avait un autre projet qui passait avant le mien, qui concernait l'histoire d'un soldat qui était pendant la guerre d'Algérie. Et le fils de ce soldat-là est devenu journaliste et réalisateur, a voulu faire un film sur son père. Donc la priorité était de donner naturellement à un soldat français. Moi, disons que ce que j'évoquais, c'est surtout ce que j'ai appelé la lettre à mes filles. C'est un lettre parce que bon, c'est un terme générique qui a donné naissance à beaucoup de romans, à beaucoup de critiques et à beaucoup de films. Lettre à mes filles, c'est-à-dire que moi je me déplace et j'envoie à mes filles des images et puis ils me renvoient ces images. Dorothée était à Jérusalem, Malia, ma grande fille, était à Nancy. Donc je voulais réinstaurer un peu la relation du père avec ses filles à travers mon voyage personnel dans mon village. Bon, comme ça n'a pas marché, on a dit stop, donc j'ai mis le scénario de côté, et un jour de Noël arrive, donc Noël, et je me dis, mais pourquoi je n'offrirai pas à mes filles, je leur offrir un film, je vais leur offrir le scénario. Bon, moi, ça sera le squelette d'un film que j'ai rêvé, que je voulais faire avec elle, etc. Pas sur elle, mais avec elle. Donc je mets le scénario entre les mains de Malia et le scénario entre les mains de Dorothée. Bon, ok. Cadeau de Noël. Voilà, pour Noël, c'est un cadeau de Noël. Alors, Dorothée prend le scénario et le fait lire à ses profs. Il faisait une maîtrise à l'université de Washington. Ils lui ont dit, mais c'est quoi cette histoire de camp pas de concentration, de camp de déportation, avec un fil de fée barbelé, qui a duré 4 ou 5 ans, que votre père a vécu tout jeune. Il faut absolument aller avec lui et faire le film. Bon, Dorothée n'était pas armée pour faire des films, elle était simplement Sciences Po. Enfin, bon, je n'ai rien contre Sciences Po, mais c'est une autre réflexion, une autre démarche. Donc elle me dit, papa, bon, on y va parce que j'ai envie de faire un master sur cette histoire. On y va ensemble. Bon, voilà. Bêtement, j'achète une petite caméra Sony. Je veux dire, on va quand même prendre des images, ça peut servir. En même temps, ça va amuser tout le monde. On a une caméra, il va nous prendre au sérieux. Bon, allez, je prends la caméra Sony. À l'époque, je me dis, oh Dieu, quelle dégradation, quelle transgression. Je passe d'un truc de réalisateur de télé avec plusieurs caméras, etc. Là, je parle d'une petite caméra toute discrète, etc. Et on commençait à filmer. En même temps, j'initiais Dorothée à la technique. C'est-à-dire que je lui transmettais un savoir. Bon, ce que c'est qu'un gros plan, ce que c'est qu'un plan large, pourquoi il y a des raccords là, pourquoi il faut laisser les gens parler, même s'ils sortent de carte, il y a un autre qui rentre, etc. Bon, je l'amenais un petit peu dans une réflexion, comment utiliser l'espace cinématographique dans un village qui est celui de son papa. Bon, voilà. Donc on a commencé à filmer, on a enregistré avec une méthode américaine, parce que les Américains la suivaient de très près. Ils lui ont dit, pour qu'il y ait, par exemple,
l'interview, pour qu'il soit validé, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui parlent de cet événement et que vous le confirmez qu'une fois que vous avez les 10 témoignages. Ne prenez pas un seul témoignage, vous dites ça y est, je suis contente, c'est ce que je veux, et la personne m'a donné ça, donc ça c'est la méthode elle américaine. m'a épuisé. Donc, en plus, moi, je traduisais de l'arabe parlait. Papa, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, attends, il dit ça. Non, dis-moi point par point, ne me donne pas ta version à toi, parce que je servais un peu pour essayer de synthétiser un peu ce que disaient les gens. Et tu commentais de temps en temps à l'occasion. Voilà. Et du coup, donc, on se retrouve. Les gens parlent en arabe ou en tamazight? Les gens parlent en arabe et en français. Mais enfin, tout ce qui est les femmes, enfin, d'autres. Non, il a dit en arabe ou en amazigh. Ouais. Non, en arabe. En arabe, il y en a en amazigh, hein, mais c'est surtout arabe. Parce que le problème de l'amazigh, c'est que c'était un village qui était à la limite entre le monde arabe et le monde berbère. C'est-à-dire, c'est vraiment enfin, un no man's land qui est détaché, qui est là. Et puis, les gens qui sont amazigh, en fait, les vrais villageois de Mansoura, étaient partis pendant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'il y a une double immigration. Alors d'une part, on a ramené des gens qui étaient à l'extérieur, des arabophones, on les a raccrochés dans mon village, et les gens du village sont partis sur Alger. Un mouvement comme ça. Voilà. Et du coup, par exemple, quand on a présenté le film à Bougie, au festival de Bougie, de cinéma, je dis, on ne comprend pas, vous avez tourné dans une région berbère, il n'y a personne qui parle berbère. Oui, mais sauf que les gens qui habitaient Mansoura étaient partis. Étaient déjà partis. Ou bien ceux qui étaient restés là, ils n'avaient rien à dire. On ne peut pas aussi parler juste au nom d'une langue. Les gens, il faut qu'ils aient des choses à raconter, à dire, à exprimer, etc., etc. Ou alors les gens, par exemple, il y avait un résistant qui parle, il dit « je vais vous parler en berbère ». Oui, à un moment donné, il parle pendant 10 secondes, puis après, hop, il parle en arabe. Je ne vais pas lui dire « arrête, tu nous as dit de parler en berbère, tu parles ». Donc, non, il faut laisser la liberté aux autres pour pouvoir s'exprimer. Donc, c'est plutôt de l'ordre d'une recherche. Voilà. Donc, c'était un peu ça qui a amené, après la réécriture donc, par Dorothée, le scénario, la recherche du budget que nous connaissons tous, comment trouver de l'argent, parce que je n'ai pas de rêver de faire des films, mais comment trouver aussi des sujets, Et là, une fois que tout est bien structuré, il a trouvé une maison de production à Paris, et là, le film, donc, il s'y met en route. Voilà. En même temps, elle a travaillé, alors j'ai lu qu'elle avait travaillé pendant 6 ans à rechercher des archives, notamment dans les archives de l'armée française, sur tout ce phénomène. Oui, c'est-à-dire qu'il avait une démarche intéressante parce que c'est une démarche universitaire. C'est ça, c'était le sujet de son master. Oui, voilà, c'était ça. Et puis il est allé donc, par exemple, aux Invalides. Il a trouvé des documents, mais vraiment de vrais documents. On discutait avec l'ancien maire de Mansoura. On lui a dit, vous avez été arrêté. Il dit, comment vous le savez? Elle lui dit, à tel moment, on vous a reproché d'avoir vendu trop de café. Et donc vous avez vendu beaucoup de café au FLN. C'est ce que vous avez déclaré à l'armée française? Et il dit, ah oui, comment vous savez tout ça? Donc il est allé vraiment à la recherche du petit détail. Et les gens, alors, c'est devenu crédible. C'est-à-dire que c'est plus une touriste qui arrive avec une caméra pour prendre des images, mais qui participe à la découverte d'une histoire qui était cachée, qu'on n'a pas voulu dire, Bon, voilà, quoi, c'était... Et à un moment dans le film, il y a une carte, ils sont en train de regarder une carte et à situer Mansoura justement sur la carte. Et là, on voit une carte absolument incroyable qui doit bien sortir de quelque part, mais qui est avec tous les points de tous les camps de regroupement à travers l'Algérie. Il y en a combien? 3000 quelque chose? Oui, 3000 villages, oui. 3000 villages, quoi. Ça, c'est encore les points qui étaient marqués en bleu d'ailleurs sur la carte. C'était en fait des camps qui étaient reconnus officiellement par l'armée française, qui ont été construits pour regrouper des gens. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de pallier à l'arrivée de tous ces gens-là pour ne pas les laisser dans la nature et qu'il n'y ait pas de révolte. Donc on a préparé plus ou moins des maisons préfabriquées et on les a foutus là-dedans. Voilà. Ça, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des gens qui allaient, que l'armée française a regroupé dans des baraquements. Il y a une autre partie qui est arrivée dans Mansoura, où il y a eu du bâti. Donc moi j'habitais Mansoura. On a accueilli des gens qu'on nous a
n'a pas voulu, mais qu'on nous a imposé. Ils ont été ramenés là, ils les ont jetés dans la rue, démerdez-vous, c'est à vous à gérer leur problème. Oui, donc il y avait deux types d'accueil. Oui. Il y avait les camps préparés par l'armée française, une sorte de préfabriqué, comme vous dites. Donc quand même dans le cas d'une politique générale qui a été mise en place à partir de 1956. Et puis peut-être faut-il pour les gens qui nous suivent expliquer ce programme précisément, c'est-à-dire en quoi consistent ces déplacements et ces camps pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Brièvement, brièvement, il y avait en fait la LN, l'armée de libération militaire algérienne, donc qui partait de Tunisie, qui ramenait des armes et qui allait vers Alger. C'est leur point de chute. Et tous les villages qui étaient sur la trajectoire entre la frontière tunisienne et Alger, il fallait les regrouper, c'est-à-dire les faire sortir de leur village et les amener vers ce qu'on appelle vers le macadam, c'est-à-dire vers la civilisation, vers le moment où ils peuvent être contrôlés par l'armée. Et là, on a installé des guets de soldats qui suivaient leur déplacement. On a interdit à tous... Ils étaient supposés aider les Félagas. Et tous ces gens qui ont été regroupés parce que c'était plein de refuges. Et le refuge qui nourrissait donc les soldats de FLN, il fallait leur enlever la nourriture et les aides, etc., etc. Une fois qu'on a regroupé ces gens-là, il fallait aussi les faire, comme c'était des villages un peu ouverts, il fallait mettre du fil barbelé, donc du fil barbelé électrifié. Clôturer. Clôturer. Il y avait deux portes. Une porte pour enterrer les morts et une porte pour aller chercher de l'eau. Simplement. Et on avait une grande tour comme ça qui surveillait tous les déplacements. Et le soir, évidemment, ils lançaient des fusées éclairantes, et les fusées éclairantes qui arrivaient sur le village pour montrer s'il y a des déplacements, s'il y a des ombres, etc. Et un jour, ça m'est arrivé dans mon village, c'est que la fusée est tombée au-dessus de ma chambre. Juste au-dessus, elle a été arrêtée parce que c'est des constructions traditionnelles avec du bout de bois, des trucs qui arrêtent tout. Et du coup, la bombe n'est pas tombée et qui était juste au-dessus de mon lit, sinon je ne serais plus là. Voilà. C'est en fait, on a vécu dans l'angoisse, la peur et les conséquences d'une guerre violente. Il faut peut-être donner les chiffres aussi, parce que c'est quand même impressionnant, c'est-à-dire le nombre de... On dit que c'était 40% de la population algérienne qui était déplacée, c'est-à-dire sur 10 millions d'Algériens, parce que les Algériens européens n'étaient pas concernés par ça. Il y a eu 40% de la population qui était déplacée. Et ce que je disais à Dorothée, c'est ce que j'appelle, moi, personnellement, le départ la rupture, c'est le départ vers un exil. Vers le départ. Parce qu'une fois qu'on a les gens sortent de chez eux, il n'y a plus de tribu, il n'y a plus de cousinage, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus... on était devenus presque comme des réfugiés qui erraient partout. Donc, les gens ne se connaissent pas, il fallait tout recommencer, parce qu'avant, dans les villages, il y avait tissé par le mariage, par le nom, les gens connaissaient mon père. Moi, je ne le connaissais pas parce que je l'ai perdu à l'âge de 2 mois. Et mon père, je le connaissais à travers le regard des autres. C'était un bel homme, c'était un héros, donc j'avais vraiment une image fantastique, et ce qui m'a aidé à vivre. Et là, il n'y a plus rien. Une fois qu'on a cassé la tribu, qu'on a cassé le village, qu'on a cassé les coutumes, les fêtes, les trucs. Bon, en plus, ça ajoute le problème de la guerre, de la torture, de la répression. Ça veut dire qu'à la libération, en fait, une bonne moitié de ces paysans ne sont pas retournés dans leur village, quoi. Donc on a une déstructuration quand même de la paysanne. C'est des villages qu'on a brûlés. Moi, je me rappelais, dans mon village, je sortais, je voyais un village qui brûlait, je ne comprenais pas. Quand on a 10 ans, qu'est-ce que tu veux expliquer à l'âge de 10 ans Parce qu'en fait, on prend les gens... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous aviez... 10 ans. 10 ans. 10 ans. Voilà. 10 ans. Et je voyais des villages qui brûlaient. On est en 1956. C'est ça. Donc, on emmenait les gens à Mansoura et on brûle leur maison.
on brûle leur récolte. C'est-à-dire que s'il y a des champs qui étaient là, on disait attention, peut-être que le FLN va venir prendre les trucs, et manger, continuer à se nourrir, etc. etc. Donc c'était vraiment un truc, on enferme militairement. On appelait ça zone interdite. Voilà, zone interdite. Et dans les zones interdites, on ne peut pas y accéder. On avait des autorisations pour aller dans ces lieux-là. On avait une fois par semaine pour aller ramasser, soi-disant, les fruits, les légumes, etc. Bon, moi, je dois dire, je tombe des nues. J'ai eu beau lire un petit peu sur la guerre d'Algérie, etc. Cette histoire-là, de cette ampleur, ça m'était inconnu. Et quand j'ai vu le film, j'étais halluciné, quoi. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe qu'une affaire aussi importante, un tel déplacement de population, les conséquences énormes que ça peut avoir sur l'avenir du pays, sur les gens concernés, ne fasse pas l'objet de davantage d'études et surtout ne soit pas représenté à l'écran. Mais moi, j'avoue, ça c'est une faiblesse de ma part, de la part de beaucoup d'intellectuels algériens. Pourquoi moi j'ai pas fait ce film? Un jour, il y avait une journaliste qui a dit « Mais pourquoi Malek, tu n'as pas fait ce film ?» C'est comme moi, je pose la question, je rencontre des pieds noirs ou des soldats français qui étaient en Algérie, et je leur dis, bon, racontez-moi ce que vous avez vécu là-bas, dites-moi des choses, enfin, bon, des syndicalistes, des amis, qui avaient un engagement politique, donc qui pouvaient être très clairs. Ils disent, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a traversé des choses très dures, on a du mal à parler. On a du mal à exprimer, même comme réalisateur, on ne peut pas. Il faut de la distance. Moi, je trouve que Dorothée, ma fille, avait fait le pas de côté. Elle regardait son père, elle regardait l'histoire de ce village, avec peut-être beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence, etc. Puis il a ramassé l'information nécessaire et ça construit un film. Et moi, peut-être j'aurais fait autre chose, mais c'est pas... Mais vous avez quand même eu, à un moment donné, cette idée d'écrire un scénario, de faire un film. Oui, et c'était pour le transmettre à mes filles. Oui, donc la mémoire, est-ce que vous pensez qu'effectivement, pour répondre un tout petit peu, ne serait-ce que partiellement, parce que c'est très complexe, pour répondre à la question d'Olivier, est-ce que cette mémoire-là ne revient pas seulement au moment où on a peur qu'elle disparaisse et surtout quand on ressent la nécessité de la communiquer à la génération suivante. Mais avant, quel besoin aurait-on de le dire, sinon un besoin scientifique ou je veux dire d'historien? Est-ce que c'est ça ou... Non, c'est ça, c'est tout ça, mais c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que quand on est jeune, moi, quand j'ai commencé à l'indépendance, j'avais 15 ans, 16 ans, j'étais au collège, j'étais au lycée, j'avais une chance, j'étais dans une école de pilotage, un lycée français qui nous préparait pour devenir pilote pour l'Algérie. Je rêvais après, l'Algérie était devenue une patrie socialiste, où on accueillait les Che Guevara, on rêvait de révolution, etc. Devant, il fallait regarder devant. On me parlait de modernité, je ne voulais pas revenir en arrière. C'est presque retourner dans un mélange. Bon, je me libérais. Je vais à Bruxelles, je fais des études de cinéma, etc. J'ai découvert autre chose, la nouvelle vague, j'ai découvert la joie de faire des films vivants, etc. Je me dis, si je me regarde encore là-dedans, je vais patauger, je vais pas... C'est-à-dire que c'est presque un oubli voulu. C'est ça. Non, mais c'est bien parce que vous avez une trajectoire qui va nous permettre, ne serait-ce que de ce point de vue-là, du vôtre, de comprendre un tout petit peu pourquoi ça peine, cette mémoire peine à se déployer. Qui fait un véritable saut de génération, quoi. C'est-à-dire, la mémoire revient aujourd'hui par le biais de ceux qui veulent avoir cette mémoire et qui sont les enfants. Oui, en fait. parce que j'entends bien ce que vous dites. C'est-à-dire, vous dites, nous, quand on est sorti de là, on sort à peine, on ne va pas retourner en arrière pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est pas, en tout cas, vous aviez tout l'avenir devant vous, les portes étaient ouvertes, beaucoup d'horizons. Vous étiez à l'école, enfin, il y avait devant vous des jours glorieux. C'était l'époque, enfin, je veux dire, la culture de l'époque. Mais pour vous particulièrement, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers quelque chose qui a à voir avec la représentation, puisque vous choisissez de faire des études de cinéma. C'est ça. Et à l'INSAS.
C'est ça, c'était Oui, à c'est ça. l'INSAS. Oui, oui. Après le bac, Oui. si j'ai bien compris. oui, oui. Avec une bourse algérienne. Algérienne. La bourse était algérienne. Algérienne, oui. Et vous n'avez pas passé le concours de l'INSAS. Si, vous avez bien dû sûr. passer le concours. Il y avait des accords entre Voilà. Et donc, selon votre mémoire là maintenant, à vous personnel, à quel moment de l'évolution de vos études cinématographiques, puisque quand on fait du cinéma, on va se dire je vais filmer. Je vais filmer quoi? À quel moment précis cette idée-là, ce souvenir-là, ce début de mémoire a commencé à s'installer dans votre esprit? Ou bien plus tard? Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Ouais. Oui, non, mais c'est en plus c'est le complexe de l'Algérie, la complexité de l'Algérie. C'est-à-dire c'est à la fois un pays qui venait de s'ouvrir, qui venait de naître, qui avait beaucoup d'espoir. Et puis au fur et à mesure que l'on avance, on découvre que c'est pas du tout ça, que la fête était finie. Oui, c'est le désenchantement qui permet aussi. Voilà, qui permet un peu la réflexion, oui, le décomptage, et etc. le retour en arrière. Mon engagement, c'était l'engagement politique. J'étais à Bruxelles, je travaillais dans les quartiers populaires, dans des associations, je m'engageais auprès de l'immigration. Plutôt en rapport avec les communistes ou avec... Oui, marxiste-léniniste. C'est ça. Voilà. Et donc j'ai fait un film à Bruxelles sur le quartier où on chassait les gens, par hasard. Hein. Ah oui? Ah oui. Un quartier où on déplaçait les gens? On a chassé, oui, du côté de Manhattan, à la gare du Nord de Bruxelles, il y avait tous les immigrés, les vieilles personnes et les ouvriers, etc., qui étaient autour des gares, parce que c'est les gares qui amenaient les gens travailler dans les usines un peu plus loin. Donc ils sont installés là. À un moment donné, on a décidé à Bruxelles d'installer des grosses tours financières et compagnie, le Manhattan, et tous ceux qui étaient là, on les chassait. Et ça, et vous pensez que ça aurait à voir inconsciemment avec peut-être cette... Sûrement. Et pourquoi j'ai choisi ça avec tout Bruxelles? Il y avait mille et une façons de raconter des histoires sur Bruxelles. Moi, ça m'a marqué parce que j'étais aussi chassé de chez moi. Voilà, donc il y avait ça. Et puis j'étais sensibilisé aussi aux problèmes de racisme. Donc dès qu'il y a des problèmes sociaux, de racisme, etc. dans ces quartiers, parce que c'est pas évident, hein, on chasse les gens. Donc les gens qui étaient là, on veut aux autres et machin, et des conflits ethniques même. Hein, ça se passe pas aussi simplement. Donc il y avait des choses à dire et des choses à faire. C'était un film qui a beaucoup marché. D'ailleurs, il a été diffusé en Hollande, en Belgique, etc. Qui s'appelle Vidange perdu. Comment Vidange perdu, c'est un vieux copain flamand qui s'appelle Rob de Hertz, qui était très connu à l'époque, cinéaste flamand. Donc il m'a dit, tu ne trouves pas un titre à ton film, je vais t'en donner un. Il m'a dit Vidange perdu. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que c'est des gens qu'on fait travailler, une fois qu'on a sucé leur sang, on jette comme nous, on jette la bière. Le vidange perdu, c'est la boîte, c'est belgiciste, c'est-à-dire on jette la bouteille, donc on n'a plus besoin. Donc c'est comme ça, nos expulsions, c'est pas seulement des gens qu'on a expulsés du quartier, mais aussi on faisait la chasse aux sans-papiers. D'ailleurs, on parle de sans-papiers actuellement, mais ça dure depuis les années 70. Donc on prenait des Tunisiens, Marocains, etc., qui étaient là, et on les a chassés parce qu'ils ont demandé leur droit de régularisation. Ils travaillaient, c'est des gens honnêtes, des gens engagés, comme tous les autres citoyens belges. Ils les ont expulsés aussi. Donc c'est un problème de le rejet, l'expulsion, etc. C'est un peu moi. Et ce qui me frappait dans ce que vous disiez à l'instant, c'est que c'est finalement aussi le désenchantement qui nécessite le retour de la mémoire. Quoi. Si tout était passé bien, si tout s'était bien passé en Algérie, il n'y aurait pas nécessité tant que ça de revenir sur le passé. Quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on est dans cette problématique-là. Sachant que l'arrivée de la modernité, aussi bien en Algérie qu'en France, va faire qu'on n'a pas une grande envie non plus de revenir sur ce passé, et que donc tout ça va mettre du temps, quoi. Hein, puisque on passe à autre chose. Moi, ce que je comprends, et puis qui nous aide peut-être aussi à mieux expliquer ou à mieux voir cette affaire-là et cette difficulté de mémoire, c'est que vous disiez que quand vous avez commencé à faire des études, ce qui vous a intéressé comme sujet de film, c'était justement un quartier où on déplaçait les gens. Oui. Donc c'est ça, parce qu'il y a la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que si tout se passait bien, comme tu dis, à la limite,
à la limite. On n'a pas besoin. À la limite, l'extrême limite, bon, à part le travail d'historien, etc., on n'a pas forcément à revenir. Par contre, on va faire en sorte que ça ne se répète pas. C'est aussi des films voilà, comme Muriel, enfin, il y a des cinéastes qui faisaient ça à l'époque, hein, juste après, pendant les 30 Glorieuses. Quoi. Au début, on ne revenait pas forcément ce qui se passait en Europe pour expliquer, pour dire ce qui se passait, mais on essayait de faire en sorte que ce qui s'était passé ne se reproduise pas. Et on le disait aussi, y compris pour l'Algérie. Alain René le disait pour l'Algérie. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'était déjà une manière en fait d'éviter le drame. Sauf qu'après, plus tard, la situation ayant changé, un moment d'arrêt, de réflexion à la faveur de ce désenchantement a fait qu'on se dit si ça ne s'est pas réglé. Un peu même. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas parce que ça se règle pas partout, que ça se répète encore une fois un peu partout dans le monde, qu'on se dit voilà, on va revenir pour comprendre encore mieux ce trauma originel? Il y a aussi un problème objectif. Hein. Oui. C'est un problème à la fois de regard du cinéaste algérien qui a envie de parler de son histoire, qui a envie de parler de lui, qui a envie de parler un peu de ce qu'il sait, de ce qu'il peut apporter. Et puis le regard de l'autre, c'est-à-dire que même si je travaillais pour une chaîne de télévision, on me dit ouais, écoute, je voulais faire un film sur Mouloud Mamri. Mouloud Mamri, qui est un grand écrivain berbère, kabyle, etc., dans la bibliothèque des écrivains, à l'époque Bernard Rapp, etc. J'ai vu le directeur de la télévision à Nancy, il me dit Malek, tu sais, c'est impossible, il y a des problèmes avec les militaires algériens, avec le gouvernement algérien, on ne va pas évoquer la question berbère avec derrière Mouloud Mamri, etc. Donc on ne peut pas parler de ça pour le moment, donc laisse tomber. Donc à chaque fois que tu arrives avec un projet que tu as envie de faire, on te dira ah non, c'est brûlant. Donc il y avait des blocages institutionnels aussi. Voilà, c'est brûlant. Ou alors, une autre question qui est encore un peu plus insidieuse, on te dit ah, c'est Malek qui a envie de régler ses comptes. Ah. C'est-à-dire que tu portes une ambiguïté. Et cette ambiguïté-là, pour eux, comme c'est des services publics, ils ont envie d'avoir la paix, la tranquillité, ils ne veulent pas s'engager, etc. Donc on laisse pourrir. Et moi j'ai envie de faire mes films, et le temps passe, etc. Et donc Dorothée vient à mon secours, elle prend un peu la place de papa, et puis elle pense, voilà, puis il n'a pas peur, elle dit non, il y a des choses par exemple qui ne sont pas admissibles. Pour elle, elle vient des États-Unis, il faut tout dire, on y va. Et voilà. C'était aussi parce qu'elle venait des États-Unis, oui, qu'il y a moins de blocage de ce côté-là. Oui, tout à fait. Et ça a été tout au long de votre carrière, ce problème de toujours repousser à plus tard en fait les sujets qui pouvaient être dérangeants. Oui. Non, parce qu'on était prisonnier de l'actualité. C'est-à-dire que l'Algérie a changé. Après, vient le problème des barbus, des islamistes, de la violence, des attentats, etc. Donc là, la chaîne n'a quand même pas envie d'aller. Bon, voilà. Moi, si, on m'a demandé au moment où il y avait les événements entre le fils et... Je réalisais l'émission Continentale. Il voulait que j'aille faire un reportage rapidement sur les événements d'Algérie. Moi, je leur ai dit non, je ne veux pas débarquer comme ça, avec ma caméra à l'épaule. Non, moi, je suis réalisateur, quoi. J'ai quand même une réflexion un peu plus élaborée. Je préfère qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse sur un projet de film. S'il faut évoquer les événements, on peut les évoquer autrement que d'aller avec une caméra, ramener quelques images en disant qu'on a fait notre devoir. Non, voilà, moi aussi, j'adhérais pas à tout ce qu'on me dit. Hein. Il y a quand même le recul, sinon on n'est pas réalisateur. Sur la période, alors on va dire après années 90, enfin après en fait, les années 2000, quoi, à partir des années 2000, il y a un certain nombre de documentaires qui apparaissent à la télévision française, etc., qui concernent la guerre d'Algérie, qui vont être très approfondis, plusieurs épisodes, etc. Un petit peu comme le chagrin et la pitié est revenu sur la résistance de manière un petit peu éventuellement dérangeante, etc., où la présence française est mise en question, etc. Mais ces documentaires sont des documentaires historiques, c'est-à-dire qu'on va interroger les acteurs, mettre en place le contexte géopolitique, mais on n'est pas véritablement à aller voir les gens sur place comme vous l'avez fait sur le terrain, quoi. Et ça c'est
jusqu'à présent, moi, j'en connais pas vraiment des films comme ça. Nous, notre faiblesse et notre force, hein, c'est quoi? Ça, c'est un équilibre. Là. Il faut savoir comment, sur quelle partie on appuie à un moment, on lâche l'autre, etc. Quand tu es indépendant, tu as envie de faire un film personnel, que tu as envie d'aller rencontrer des gens que tu as connus, avec lesquels tu partages des choses et tu construis. Mais la chaîne, lorsque tu n'as pas un producteur derrière toi, tu n'as pas des moyens nécessaires pour faire des recherches et t'appuyer avec des scénaristes autour de toi, etc., tu patauges. À un moment, à un autre, tu te décourages parce que tu n'avances pas. C'est terrible, hein? Mais moi, je me pose. Terrible. Moi, je sais pas, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, en regardant ce que, par exemple, la toute nouvelle génération de cinéastes algériens, des jeunes, là. Oui. Il y en a quelques-uns qui font de très belles choses, mais malheureusement, qu'on ne voit pas forcément. Cette génération peut faire le compte des films. Est allé tout de suite montrer d'abord des choses contemporaines, ce qui se passe au moment où ils vivent, quand il y a le Hirak ou quand il y a en 2011 la révolution, etc., comme l'ami Ahmad Khoja par exemple. Enfin, il y en a plein qui est parti tout de suite pour voir un peu comment ça se passe. Ou encore une génération qui, très jeune, est revenue sur les années 90. Et je me dis, pourquoi, la question que je me pose, pourquoi cette génération, pas toute la génération, mais beaucoup d'entre eux très vite ont filmé des choses qui leur sont contemporaines et aussi une histoire très très récente, alors que votre génération, si je ne me trompe pas, n'a pas fait ça. Alors, et ma réponse personnelle à moi, mais vous me dites si je me trompe ou pas, c'est peut-être parce que vous étiez des enfants gâtés du pouvoir. C'est-à-dire que vous avez quand même eu des bourses, vous êtes les enfants du régime, on vous a donné une responsabilité, celle de construire le pays, d'aller de l'avant, donc vous n'aviez pas a priori de relations problématiques avec le pouvoir et vous n'aviez pas de raison particulière d'aller regarder autour de vous ce qui ne marchait pas. D'ailleurs, le cinéma critique algérien, il a commencé un peu. Est-ce que ça n'est pas aussi un peu ça, pour essayer de parler des responsabilités aussi? Oui. Non, mais je réponds moi en toute liberté. Hein, oui. Mais c'est vrai que une des raisons, si tu veux, on avait des bourses, on avait fait des études, mais la claque que moi j'ai reçue lorsque je suis retourné à Alger, on m'a dit, monsieur, vous êtes jeune, vous avez fait des études en Europe, vous êtes francophone, vous êtes un homme de gauche, et la cinquième raison, c'est que vous n'êtes pas très croyant. Donc les 5 principes que le directeur de la télévision algérienne m'a dit, avec ces 5 principes, je les ai reçus du gouvernement, de la haute autorité, pour empêcher des gens comme vous de travailler. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton propre pays, qui t'a envoyé faire des études pendant 5 ans, après les 5 années, tu reviens et te dis non. Mais, dis-moi... Donc là, on est en quelle année? Moi, dans les années 75, 76, 75. Ouais. Donc, mais j'ai une 6e chance, c'est pas un jeu de cartes, hein, 6e chance, je vais vous la donner, vous allez rentrer chez vous et je vous envoie un petit salaire de 50 €, l'équivalent de 50 € à peu près. Vous restez chez vous, de quoi vous payez vos bières, peut-être éventuellement des cigarettes s'il en reste, sinon... Vous restez tranquille. Vous restez tranquille. Je suis resté 2 ans comme ça, 2 ans sans rien faire. Ouais. Et je suis rentré au cinéma, à l'Office du cinéma algérien. À Lancic, à l'époque. Non, au Lancic. Lancic, oui. À Lancic, j'ai fait un film avec Paul Balta, qui était le correspondant du Monde à Alger, sur la transsaharienne, mais c'est tout. Je voulais faire un film avec Yassine, parce que j'avais fait aussi un film avec Armand Gatti à Bruxelles. Yassine adore Armand Gatti, il s'aimait beaucoup, c'est des vieux rêveurs, poètes, anarchistes, qui ont une vision planétaire du monde, qui ne sont pas du tout dans les petites combines. Yassine m'a dit... Yassine qui? Katib Yassine. Ah, Katib Yassine, oui, c'est ça. Et Katib Yassine, je dis Yassine parce que comme ça on l'appelait en Algérie. Elle me dit, voilà, j'ai une troupe de théâtre, elle va partir à Tindouf, on va essayer de faire un film sur le voyage des comédiens. Et elle me dit, ça va, ça marche, je commence à travailler, à écrire. Le chef de l'ONSEC à l'époque me dit oui. C'était El Khdar Hamina? Non, c'était Belloufa. Farouk.
Farouk Malouf. Farouk Malouf. Ah, c'est lui qui était directeur de l'ONCIC. Il était directeur du département des commentaires. Oui, d'accord. De la DPFM. Okay. Donc il me dit oui, ok, on marche. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit il va voir le ministère. C'est Ahmed Al-Brahimi, un traditionnaliste, ou les Cheikh Brahimi, donc c'est dans la tradition de l'islam. Il dit non, pas. Non, Yassine, c'est fini. Tout ça. Et effectivement, la veille, Yassine s'était mis sur une chaise, sur le théâtre, il était seul. Il s'est mis l'esparadrap, il était là pendant 1 heure. Et les spectateurs. En guise de protestation. Voilà, en guise de protestation. Le lendemain, je le vois, donc je vois Yassine, il me dit Cheikh, on va commencer à écrire peut-être un peu plus, à voir. Il me dit écoute, Ahmed Al-Brahimi m'a fermé la gueule avec un scotch et tu veux que maintenant il nous donne de l'argent pour faire un film sur ma troupe et sur moi. Non, il m'a dit ça, il se fout de notre gueule, quoi. Mais tu vois, c'est ça la contradiction. Oui. Moi, j'ai envie de faire des travaux avec des gens comme ça, pas seulement un travail bâclé. Tout l'argent qu'il y avait, on faisait des films publicitaires, des films de commande, on chante le socialisme, on chante la grande réalisation et tout le monde. Plein d'anecdotes à raconter là-dessus. Oui. C'est marrant, hein. Il y avait un copain qui était journaliste, je ne citerai pas son nom, il m'a dit, voilà, ce soir, je vais présenter le journal télévisé, il avait de grosses moustaches. Il dit, ce soir, je vais présenter le journal télévisé, et à chaque fois, je fais, c'est que tout est faux. Et on voyait le gars qui, tu vois, devant le Boumedienne qui fait ça, il coupait les trucs pour inaugurer les idoles. Bon, donc c'était devenu un leitmotiv. Je me dis, mais les gens étaient conscients que les choses ne vont pas et que un pays, ce que je disais hier dans le débat, un pays qui rejette ses propres enfants, qui sont formés, qui sont là, etc. Je te raconte juste une histoire d'une copine qui a fait ses études avec moi, non pas de cinéma, mais de biologie. Il a eu son doctorat à l'ULB, il est rentré en Algérie, on lui a dit, avec un doctorat de biologie, on a un bureau pour toi. Fatiha a dit, non, mais je suis chercheuse en biologie, je ne suis pas docteur en biologie pour rester dans un bureau. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle a dit, on te donne une voiture, tu vas chercher alors ce que tu veux dans les web, oui. Il avait un chauffeur qui était là et il l'a surveillé en même temps. Ah, Fatiha, tu as fini, quand est-ce que tu as terminé? On va rentrer au ministère. C'est incroyable, il me dit, je ne peux pas chercher, je suis pas, j'ai toujours quelqu'un derrière moi qui me dit, ne fais pas ça. En fait, il est parti aux États-Unis. Vous étiez payé pour ne pas faire votre travail. Voilà. Oui. Mais en même temps, payé, quoi. C'est clopinette, quoi. 50 €. Ouais. Pas de projet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de construction, une nation, un pays, avec une liberté, avec tout. Et du coup, moi, je suis parti, je me suis exilé. C'est très dur. Ça a duré combien? 2 ans, donc? 2 ans et demi. Et heureusement, ma femme, donc française, m'a dit, écoute, ton pays qui va mal, il faut partir, quoi. Faut pas rester là. Sinon, tu vas te détruire. C'était en 1970 78, on était déjà à Paris. Donc, arrivé en Europe, rebelote. Oui, repèlerinage avec une nouvelle canne, avec un nouveau truc. Il faut recommencer. Mais même refus aussi. Oui, souvent. Différent, mais quand même. Quand même. Mais non, mais c'est-à-dire qu'en France, il y a moyen de dialoguer. Ouais, j'ai fait par exemple un film sur Robert Schuman, c'est commandé par le Conseil de l'Europe, mais ils ne te demandent pas de faire ça ou ça. Ils te disent, moi j'ai envie d'aborder sur cet angle-là, Robert Schuman, que ça n'a pas été abordé, tu l'abordes et puis tu le fais. Et voilà. Et, tu vois, il y a quand même un peu plus de liberté, hein, parce que c'est une dictature. Mais sur la question algérienne, on bloque quand même sur un déficit de représentation, quoi. Ouais. Mais de représentation dans le sens d'un approfondissement historique, de compréhension, et qui permettent parce qu'on peut pas, on sent bien que sur la guerre d'Algérie, cette question de la mémoire qui est encore d'actualité, puisqu'il y a le rapport Stora, il y a les rapports comme ça qui ne sont pas, le rapport Stora n'étant pas accueilli de façon extrêmement ouverte en Algérie.
la question de remettre la mémoire sur la table et de pouvoir avancer sur la question franco-algérienne est toujours bloquée, quoi. Et donc ça se représente, ça se retrouve dans les éventuels financements, commandes qu'il peut y avoir au niveau du cinéma, quoi. Oui, mais la mémoire, ça dépend de ce qu'on entend par mémoire. Parce qu'il y avait cette femme donc, merveilleuse qui a perdu tous ses enfants pendant la guerre d'Algérie, qui accueillait des maquisards algériens. Il y avait des casemates, il les mettait en dessous de trucs, il mettait son tapis de... Sa pauvre, cette femme, j'avais 12 ans. 12 ans, je regardais ça, mais c'est magnifique. J'écrivais, j'étais l'écrivain public, j'avais 12 ans, j'étais le seul alphabétisé. Ceux qui avaient de la connaissance étaient soit au maquis, ou ils sont partis à Alger. Il reste quelques estropiés, des vieux, qui ne savent ni lire ni écrire. Moi, j'étais devenu l'écrivain. Donc, je cherchais, j'étais le correspondant un peu entre ce qui se passait à Alger et ma région. Et cette femme-là, elle m'a dit, Malek, je te donne l'interview que tu veux, tout ce que tu veux. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as jamais donné d'interview à la télévision algérienne ou à la presse? Parce qu'ils avaient des choses à raconter. C'est les fondateurs de la Wilaya 3. Elle a dit non, parce que je sais qu'avec toi, ta maman a donné une oreillette en or à ma fille lorsqu'elle est née. Mais donc il y a une confiance. Il y a une confiance. C'est que ça, c'est une mémoire qu'il faut recueillir. Mais l'Algérie ne recueillera jamais la mémoire de cette femme, l'histoire de cette famille. Ça, ça se passe dans la Wilaya 3 et en Kabylie. Bon, on enterre ça, on veut entendre parler, en mémoire, on chante, on danse, on s'enrichit. Je ne sais pas, quelle mémoire? C'est bien, hein, la mémoire. Je me permets de renouveler ce que j'avais raconté hier pendant le débat après le film, parce qu'on parlait de la question des femmes. C'était Dominique Vallon qui avait évoqué ça. Et je me souvenais avoir interviewé René Vauthier dans les années 90 en lui demandant, c'était à l'USAS je crois d'ailleurs, et je lui demandais mais comment en est-on arrivé là, quoi, hein, une telle catastrophe. Et il m'a répondu d'une façon complètement biaisée, mais en même temps complètement, à mon avis, qui le touchait très fortement et très juste, et qui était de dire, au sortir de la guerre, lui qui travaillait avec le FLN, etc., et en termes de formation aussi des premiers cinéastes algériens, il avait proposé de faire un film sur les femmes, c'est-à-dire leur rôle pendant le combat, l'émancipation des femmes qui prenaient leur rôle en tant que combattantes, etc., et de tout ce que ça signifiait au niveau de changement de leurs conditions et tout. Lui, ça l'intéressait, il avait plein de témoignages possibles, et le FLN lui a dit « on verra ça plus tard ». Et on est véritablement dans cette histoire, hein, de déplacer la mémoire, quoi. Non, parce qu'il y a la mémoire officielle qu'on raconte à travers les journaux, la télé, enfin, ça c'est la mémoire officielle, mais la vraie mémoire, il n'est pas encore pas évoqué. Hein. Mais alors si l'institution algérienne, ou les institutions dont la vocation est de montrer, de donner à voir, je parle de la télévision, bloquées. Si ces institutions locales bloquées ne permettaient pas ce travail-là, maintenant que vous avez quand même eu une carrière assez importante en France, comment vous voyez du côté des institutions françaises, alors à travers, si vous êtes libre de dire ce que vous pouvez dire, mais à travers notamment France 3, parce que vous avez travaillé dans France 3, comment, est-ce qu'il y a d'autres formes de blocage? Qu'est-ce qui était possible? Qu'est-ce qui n'était pas possible pour vous à l'époque de dire par rapport à ça? Parce que j'imagine que si vous êtes venu en France, c'est pas que de parler de ce qui se passe en France, c'est aussi de revenir un tout petit peu sur ce que vous n'avez pas eu la possibilité de faire en Algérie. Et comment, pour vous, comment vous lisez, comment vous appréciez les blocages qui existent dans les institutions françaises aujourd'hui, notamment la télévision? Moi, je me heurte à un vrai problème. Hein. Par exemple, j'ai envie de faire c'est obsessionnel peut-être, hein, mais bon, il faut parfois. Maintenant, j'ai envie plus de raconter mes obsessions avec de l'humour. Hein. Un peu d'humour, ça ne fait pas de mal.
Donc j'essaie de reprendre un peu l'idée du sergent Blondin qui est mort à Boufarik en 1842, que moi j'ai vu comme gamin, j'étais tout jeune, j'arrive, je trouve une statue noire dans un petit village près d'Alger, et j'ai eu la peur de ma vie, parce qu'on me racontait des fantômes, enfin les vieilles femmes disaient dans les contes, il y a des fantômes, ici on entend le bruit de la porte qui pousse, qui vit, et qu'ils sont là, ils s'entreposent pour nous regarder, comme on regarde. Enfin, ils savaient mettre en scène. Et moi j'arrive devant ces statues, j'étais fasciné, je dis mais c'est qui ce soldat avec sa baïonnette, sa casquette et tout ça. La mère dit, tais-toi, il n'y a rien à dire, mange tes oranges. Et j'arrive à Nancy, je retrouve mon sergent Blondin qui me barre la route pour aller travailler à France 3. Il est sur ma route. Et j'ai envie de raconter cette histoire, avec l'histoire de fantômes, de sergent Blondin qui envahit mon espace privé, qui envahit mon histoire, etc. Et en même temps, je dis, bon, non seulement ça, mais il faut le partager avec des gens. Lesquels? J'ai trouvé un lycée, le lycée Jeanne d'Arc à Nancy, une classe de terminale qui a envie de faire un travail sur la colonisation de l'Algérie. Bon, ça tombe pique. Donc, des jeunes qui sont volontaires de terminale, qui sont prêts à travailler avec moi. Il y aura un regard croisé entre un vieux immigré de là-bas qui arrive ici, qui est devenu français, et eux qui découvrent l'histoire de leur pays, etc. Et avec des experts américains et français pour donner un peu de l'ampleur et de la théorie pour comprendre un peu les enjeux et tout ça. Et ça, c'est un projet que j'ai écrit, que j'aimerais bien faire, mais je le présente à France 3, Vienne. On dit non, nous on veut faire un film sur Lyautey. Le maréchal Lyautey, quand même, il a travaillé au Maroc, il a travaillé à l'Algérie, il a contribué à la civilisation musulmane, c'était un homme tolérant et qui est lorrain. Bon, on ne va pas parler avec des jeunes de lycée, quoi. Non, mais voilà, quel film on veut faire, quoi, comment on veut faire et quelle mémoire on va apporter. Moi, Lyautey, c'est pas mon domaine, quoi. C'est un homme officiel que je respecte en tant que personne. Hein. Il a fait beaucoup de mal, mais il a fait beaucoup de bien par rapport. C'est le premier à dire que les colons c'était des mufles. Bon, ça veut dire qu'il y a une position. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Ça m'intéresse de travailler avec des jeunes qui ont 17, 18 ans, peut-être faire des enquêtes sur ce personnage qui arrive dans une ville comme Nancy, enfin à la mairie. Voilà. Il y a même sur un tableau de peinture au musée de Nancy, il y a ses archives machin, il y a sa statue qui est arrivée d'Algérie en 62 avec Mesmer qui accueille la statue du héros qui est allé civiliser l'Algérie mais qui a perdu la vie là-bas. Je retrouve ces archives aussi à Lyon. C'était le fils d'un limonadier, c'était un pauvre gars de 20 ans à qui on a dit « tu vas en Algérie, tu vas t'enrichir, tu vas avoir une ferme, tu vas avoir une maison, tu vas avoir ce que tu veux, etc. etc. » Il est parti, il est mort à 23 ans. Donc il ne faut pas faire un film sur les maréchaux, il faut faire un film sur des gens comme ça. Ça, c'est des vrais problèmes humains, d'engagement, de compréhension. Si on veut qu'il y ait une vraie compréhension entre les Français et les Algériens, c'est comme ça qu'il faut aborder l'histoire. C'est pas en mettant chacun, il y a un colonel de l'autre côté, un général ou un maréchal ici, puis on se renvoie la balle, quoi. Il faut dire que cette statue avait été rapatriée en même temps que le régiment, quoi. C'est ça. Ce qui est assez extraordinaire. Donc du coup, cette statue était sur le chemin de l'école et vous la retrouvez donc sur votre chemin de travail de la même façon. C'est assez incroyable. Ouais. Mais ça veut dire je ne sais pas si je vais trouver du financement pour faire ce film. Hein. Moi, il est écrit, enfin je l'ai même passé, si tu peux le dire. Mais bon, je sais pas. Enfin, moi je ne me décourage pas parce que... Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. Non, je lâche pas. J'ai amené un bouquin de Benjamin Stora, un petit peu pour préparer notre entretien, qui s'appelle Imaginaire de guerre, qui date de 1997, donc ça date un petit peu maintenant. Il n'y a pas les nouveaux films, et notamment ce genre de film plus intimiste qu'on a pu voir récemment, par exemple le film de Devaux, des hommes, des choses comme ça, mais qui pose quand même la même question, et qui est la question de la culpabilité. C'est-à-dire que le cinéma français a fait, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de films finalement. Il en recense une quarantaine sur la période, donc ça veut dire un par an.
Tu parlais de Muriel, là on est vraiment juste après l'indépendance, c'est les films des années 60, donc il y a des caractéristiques un petit peu selon les décennies, mais la question du traitement de la guerre d'Algérie va être énormément sous la question de la culpabilité. Et donc la culpabilité, c'est typiquement ce qui empêche de voir l'histoire en face. On ne voit que soi-même, c'est des larmes de crocodile qu'on verse là. Et donc alors il dit à un moment, il dit en fait le problème de l'après-guerre d'Algérie est moins celui de la chape de plomb ou du silence que celui de l'impossible réconciliation par les images. Chaque groupe porteur d'une mémoire spécifique de l'Algérie veut aller voir son film, revivre ses propres engagements, désespérés ou espérances trahies de l'événement encore proche. Les gardiens de la mémoire des morts se montrent intraitables. Donc c'est assez fort, ce qu'il dit. C'est-à-dire que et il cite un certain nombre de films comme Les Centurions, par exemple, en 1966, où il y avait quand même Alain Delon, Maurice Renet, etc. Anthony Quinn et Claudia Cardinal. Donc des films qui ont eu un énorme succès, mais qui ne remettent absolument pas en cause les massacres, etc. Enfin, je veux dire, c'est la guerre. Alors, on dit il faut arrêter la guerre, il faut être pacifiste, mais c'est que ça, quoi. Il n'y a absolument pas de remise en cause, quoi. Et en fait, après, ça va être beaucoup la question de la culpabilité, voilà, on était paumés. Alors ça, c'est le cinéma français, donc les soldats français en Algérie, qui pour la plupart, effectivement, ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, et qui donc vont être avoir 20 ans dans les Aurès, etc., ce genre de film tout à fait fondateur, mais qui finalement ne repose pas les questions de mémoire qui doivent réapparaître pour qu'il y ait réconciliation. Quoi. C'est un peu le problème de l'Algérie actuellement, c'est qu'ils ont débloqué je ne sais pas combien de milliards pour faire des portraits des héros de la guerre de libération. Je n'ai rien contre. Mais regarde, il y a une seule héroïne qui a fait la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, c'est Jamila Bouhired, qui est une femme exceptionnelle. Et cette femme-là n'a jamais eu une interview, même de 10 minutes, de la télévision algérienne. Elle est vivante. Et eux veulent déterrer les morts comme ils veulent les déterrer. C'est ça la mémoire. Vue par un hyper-bourgeois qui se traballe avec de grosses équipes, de gros moyens, etc., pour faire une mémoire sur le... Alors Tahar parlait tout à l'heure de cette jeune génération, et vous, pour le film, avec Dorothée, donc vous avez demandé à Hassan Ferhani de faire l'image, qui fait partie de cette jeune génération. On a présenté 143 rue du Désert récemment au festival. Comment ça se passait justement cette relation? Quel était son intérêt pour cette histoire, etc. Oui. Je crois que Hassan, moi je ne le connaissais pas du tout, j'ai entendu parler de lui, et puis j'ai vu son film Rond-Point. Dans ma tête en rond-point, que je trouvais admirable. C'est une approche vraiment d'artiste, quoi. Vraiment super. Parce que moi, je suis très sensible au documentaire, parce que j'ai eu des profs comme Yoris Sylvain, j'avais des grands documentaires. Et donc ce que faisait Hassan, ça rejoint un peu cette lignée de chercheurs d'images. Yoris Sylvain, c'est un peu ça. Et Hassan est venu, donc il a lu le scénario, ça lui a plu, il a dit « Ok, je marche ». Seulement, il avait un problème, c'est que lui, il était réalisateur. Il y a une réalisatrice qui est là, et le papa est réalisateur. Il se dit, bon, on va se bagarrer sur le moindre plan, on ne va pas être d'accord, etc. Non, mais puis on a retrouvé chacun ses marques. Moi, je jouais le rôle de passeur de mémoire, donc je jouais un rôle dans un film. Dorothée dirigeait la technique et la caméra. De temps en temps, j'interviens sur les axes pour ne pas trop... mais discrètement. Voilà, je dis, oh, attention, ça dérègle un peu le plan. Mais c'est tout, hein. Hassan était... non, c'est un homme de grande qualité. Il sait écouter, il sait percevoir la quintessence d'un plan. Non, on a eu de la chance, beaucoup de chance d'avoir. Et il apporte, alors pas seulement lui certainement, mais je veux dire, le film, ce qui est quand même très frappant, c'est ce que disait d'ailleurs Dominique hier, c'est la poésie. C'est-à-dire que vous
vous enregistrez la poésie des femmes, un homme qui a fait une poésie sur cette période, etc., qui est sur son âne, qui ne se souvient plus de la fin d'ailleurs, etc. C'est-à-dire un petit peu des failles aussi qui font un peu l'humanité du film. Et donc on sent que la démarche que vous avez, vous et votre fille, peut-être votre fille et vous, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas n'est pas seulement de reproduire ou bien de donner parole à une mémoire perdue, mais aussi de la sublimer quelque part artistiquement, c'est-à-dire qu'elle prenne toute sa dimension. Oui, oui. Non, mais je me balade dans Mansoura, je suis né là-bas. Bon, les gens me connaissent. Tant que je rencontre le poète, Charles Malhoun, c'est de la poésie populaire, il me dit viens. J'ai du bon lait de chèvre. Il me ramène du lait de chèvre, on discute, etc. Et il me déclame un poème. Et puis Dorothée me dit c'est quoi? Je dis c'est de la poésie, voilà ce qu'il raconte. Il raconte son exil de son village lorsqu'il est arrivé à Mansoura et la mémoire qu'il a gardée de cette ville, de ce village plutôt, avec la mort des combattants algériens, l'utilisation du napalm, etc. Il s'intègre dans ton film. Voilà. Ah, mais oui, on le prend. Attends. Et je lui dis, Doro, tu sais, je me rappelle avec Chris Marker, il me disait toujours, voyez un peu ce que racontent les gens en dehors de ce qu'ils parlent. C'est-à-dire, écoutez-les après, laissez toujours votre micro fonctionner. Et après, s'ils racontent des choses plus intéressantes, vous allez peut-être oublier le in pour utiliser le off. Je lui dis, va voir du côté des femmes, moi je ne peux pas y aller parce que on ne s'introduit pas, c'est des gens comme ça, il y a un peu de respect. Je lui dis, va passer une soirée chez les vieilles là, qui te reçoivent. Il est allé, il a rencontré une poétesse. Il dit, voilà comment je vois la vie, comment je vois le truc, voilà comment ma fille, ce que c'est que la liberté, pourquoi nous avons lutté. Et ça tombe pile poil et c'était utilisé à bon escient. C'est ce qu'on appelle, le documentaire, c'est souvent, il y a des accidents. Et que ces accidents, on sait les saisir, et ben ça fait là que le réel s'inscrit. C'est l'arrivée du réel par rapport à tu la as beau réalité. penser, écrire, dire les choses, etc. Si tu n'es pas attentif à des choses qui sont imprévues, c'est ce qui fait la force d'une œuvre d'art, c'est l'imprévu même. Voilà. Alors cette femme, quand elle dit son poème, à l'intérieur de ce poème, il y a la phrase qui fait le titre du film. C'est-à-dire, à Mansoura, tu nous as séparés. Et le tu m'a toujours frappé comme ça. Chaque fois que j'ai vu le titre du film, je me suis dit, mais c'est qui ce tu? Moi, je trouve que le tu de cette femme, c'est la violence. La violence d'être arraché donc, au sien, d'être arraché à son village, d'être arraché à toute une vie et qui s'est retrouvé dans un autre village, séparé des amis aussi qui lui sont très chers, qui étaient dans un autre village aussi, etc. Donc c'est la destruction de la cellule familiale, quoi. Pas, je ne veux pas très famille, moi, mais quand même, tu vois, cette cellule qui donne vie à cette femme a été détruite. Je crois que c'est ça. En tant que poète, il n'est pas là pour prendre une position politique contre l'armée française, pour le FLN. Non, il a un regard très... Et puis à un moment donné, il dit, à la fin, je me désespère de l'homme. Tu vois, tellement la vie des choses difficiles. Avant peut-être de donner la parole aux personnes qui sont présentes, qui auraient peut-être envie de poser des questions, je voulais vous demander ce qui, pour vous, a changé dans le rapport de votre fille à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les liens qui vous unissent, votre fille à vous, qui, après ce film-là, après cette expérience, a été plus ou moins modifié ou changé? Non, ça nous a plutôt rapprochés, sincèrement. C'est une belle expérience. Je suis très content d'avoir fait ce film, d'abord qui a très bien marché, la critique favorable, etc.
Donc, à mon avis, je l'ai un peu... Moi, ce que je lui dis, bon, écoute, je ne t'ai pas appris la langue arabe, je n'ai pas appris la langue berbère, mais je t'ai appris le langage du cinéma. C'est déjà énorme. Je l'emmenais toute jeune au Caméo pour voir des films. Je lui fais découvrir des films soviétiques, je lui fais découvrir des films africains, des films arabes, etc. Donc, je l'initiais quelque part à regarder, à avoir une vision. À un moment donné, il me dit « Oh papa, comme c'est lent, c'est truc. » Je lui dis « Accepte la lenteur. Quand tu vois un film avec un plan qui dure, etc., apprécie plutôt le temps que ça donne dans l'intérieur du film. » Donc il a appris ça, je crois. À mon avis, je lui ai transmis un peu ce côté poétique. Et je lui ai fait découvrir aussi des poètes arabes. Il ne connaissait pas. Je lui parlais de Razali, je lui parlais d'Ibn Arabi, je lui parlais de la poésie arabe. Donc indirectement, je ne lui ai pas appris l'arabe, parce que moi j'ai été traumatisé par 3 langues. J'avais le berbère au départ, j'ai appris l'arabe à l'âge de 10 ans, et j'avais l'école française, donc l'école laïque obligatoire. Bon, ça fait, tu vois, ces 3 langues, comment jouer avec les 3 ? Comment apprendre sans méthode, sans rien, dans une famille où il n'y a pas de dictionnaire, où il n'y a pas de livre, où j'étais avec ma mère. Donc il y avait une confusion dans l'approche de la connaissance. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, vous apprenez donc, ça je conseille à tout immigré d'abord apprendre une langue, apprendre une culture, apprendre une civilisation, le reste vient après. Franchement, ce n'est pas du tout une concurrence entre une langue et une autre. Lorsqu'on maîtrise un outil, eh ben on fait des miracles, quoi. C'est tout. Donc c'était ça le problème. Donc ça nous a un peu rapprochés, ça, le fait de lui faire découvrir aussi une partie d'elle-même, de l'Algérie, c'est-à-dire qu'il y a des révélations. Et ces révélations-là, à mon avis, sont là. Il était en train d'écrire un bouquin, il a écrit des articles pour Le Monde sur l'Algérie. Moi, j'aurais voulu qu'on continue. Mon prochain film que j'ai envie de faire, peut-être qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas, un dialogue à 2, comme ça, c'est très rare. Je vous dis, c'est l'histoire du cinéma, il y a eu Poco Popola et sa fille Sophie, mais c'est pas du tout la même chose. Le documentaire, on est tous les deux dans le bain. Donc c'est bien de savoir qu'un père et sa fille communiquent et produisent des choses. Ça, c'est... Mais bon, ils volent ses propres ailes, c'est encore mieux peut-être que pour moi et pour elle. Bon, voilà, mais c'est une belle expérience. Je ne sais pas s'il y a des questions ou... C'est compliqué parce qu'au fur et à mesure que vous parliez, il y a des questions qui venaient en mémoire, mais maintenant, c'est un peu compliqué pour retrouver. Mais s'il y a des choses qui m'en viennent, Ouais, c'est bon. Bon, je sais pas. Moi, je suis toujours. C'est toujours pareil. Par rapport à toute cette histoire-là, justement, et l'histoire. Et le problème de l'immigration, et comment les choses elles peuvent être effectivement saisies par une génération et pas par une autre, mémorisées par une génération, pas par une autre. Moi, l'ayant un petit peu vécu aussi par ma propre vie, c'est vrai que je sais pas... Disons que, à part la nécessité d'une mémoire historique quand il y a eu des problèmes, des guerres ou des soumissions ou des exploitations, tout ça, effectivement, il faut qu'il y ait une mémoire qui travaille. Mais après, en tant qu'individu, moi, avec toutes ces années, ma première réflexion, elle est plutôt de dire que si c'est pas un immigré qui devient citoyen du monde, alors je ne comprends plus rien. Parce que c'est ce que vous disiez à un moment, rien que ce déplacement à l'intérieur du pays, c'est-à-dire d'enlever quelqu'un de son nid et de son environnement proche et de le transporter ne serait-ce qu'à 5 ou 10 km, c'est déjà grave par rapport à ce que peut vivre
un individu, quoi. Donc après, c'est vrai que quand on quitte carrément un pays et qu'on est obligé aussi, par exemple, d'oublier un peu la langue maternelle, qui est fort importante pour chacun d'entre nous, moi, je trouve qu'à ce moment-là, c'est vraiment... c'est là qu'il faut passer le pas, c'est là qu'il faut devenir citoyen du monde, pour s'extraire un peu de cette problématique identitaire. Parce que, en fait, qu'est-ce qui nous emmerde? C'est les frontières, c'est de ne pas pouvoir circuler comme on veut sur la planète. C'est tout ça qui fait qu'on a ces discussions un peu. Mais si on balaye tout ça, peut-être qu'on va passer à autre chose. Avoir des... nos propos vont être différents. Peut-être qu'on pourra enfin parler de, je sais pas moi, de poésie, de musique, mais arrêtez de parler de nos souffrances, vraiment, parce que voilà, c'est un peu tout ça que je fais réfléchir par rapport à votre intervention, quoi. Oui, mais pour compléter justement cette question, c'est-à-dire que, en fait, on se pose la question de savoir dans quelle mesure, effectivement, une meilleure approche de la question proprement dite de l'immigration, que vous avez vous-même vécu déjà, une immigration un peu particulière, peut-être pas celle classique sociale, enfin des gens qui n'ont pas de travail et qui sont obligés d'aller travailler en dehors de leur propre pays. Dans quelle mesure ces problèmes-là, auxquels sont confrontés les immigrés ici, et tous les drames, tous les malentendus qu'il y a, ne sont pas précisément liés à cette situation-là que vous avez vécue quand vous aviez 10 ans, c'est-à-dire celle de la colonisation et de ce qui s'est passé. Dans le cas d'espèces, c'est clair, puisqu'il s'agit dans les deux cas, comme il dit, de déplacement de population, puisque des gens sont, dans les deux cas, enfin dans le cas des personnes que vous avez, vous, côtoyées quand vous aviez 10 ans, c'est un déplacement d'un lieu natif vers un autre lieu, un déplacement forcé, et dans le cas que vous avez vécu vous plus tard et qui est celui des immigrés aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose, mais sauf qu'on est dans un pays à l'autre. Et donc, dans quelle mesure, effectivement, un retour de mémoire sur cette période-là ne serait pas, mais quand il est bien fait, ne nous aide pas à mieux peut-être approcher les questions propres, actuelles, contemporaines, celles de l'immigration. Parce que vous avez vécu les deux situations, en fait. Oui, je sais, mais moi, je crois que c'est différent. C'est-à-dire que l'immigration est de l'ordre économique. C'est-à-dire que les gens qui immigrent, ils ont faim, ils ont envie. D'ailleurs, il y a un problème. Voilà. Le jour où moi j'ai dit à mon frère, écoute, moi c'est un pays, l'Algérie, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, j'ai envie de partir, je suis un homme de lettres. Un artiste qui rêve de faire des films, etc. Chez moi, on ne me laisse pas travailler, donc je pars. Il me dit que je ne comprends pas, mais les gens qui partent chez nous, dans notre village vers la France, c'est des ouvriers, des gens qui ont faim, etc. Toi, tu as ton boulot. Mais ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une immigration des cerveaux qui partent. L'Algérie s'est vidée de ces enfants qui sont formés, des médecins, des ingénieurs, des artistes, des journalistes, des écrivains, des gens qui aspirent à une vie. Et le pays ne leur offre pas la vie, ils vont ailleurs. Voilà. Ça, c'est une vraie immigration. Et c'est ça ce qui va se passer avec les Afghans, c'est tous les intellectuels, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les talibans, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les systèmes politiques qui les oppriment, etc., vont partir ailleurs pour chercher un peu de lumière, quoi. C'est humain. Hein, voilà. La nouvelle immigration maintenant, c'est plus l'immigration de l'époque en Kabylie où les gens partent, se retrouvent à Nancy ou ailleurs dans des usines et puis travaillent, ramènent pour d'autres cousins qui viennent, etc. Ils forment des communautés. Là, c'est terminé. On est dans un autre espace. Et nous, notre rôle maintenant, si on a les moyens, c'est-à-dire que la France, qui est un pays avancé technologiquement, comprend un peu ce que c'est que la notion de liberté, ce que c'est qu'un regard, etc., artistique, etc., c'est quand même là. Ici, dans ce pays qui est né le cinéma, pas ailleurs, hein, c'est quand même à Lyon, avec les Frères Lumière, etc. Ils doivent comprendre que aider cette jeunesse qui a envie de s'exprimer, ils trouveront les moyens, peut-être pas tourner là-bas, peut-être tourner au Maroc, peut-être tourner en Tunisie, peut-être dans le Sud, ou je ne sais pas où, mais qu'ils leur laissent la possibilité de faire des films.
C'est s'intégrer, enfin des gens rêvent de faire des trucs. Et je sais, j'ai des amis qui ont fait des films qui ne trouvent pas de distributeur. C'est vrai, hein, il n'y a pas de distributeur pour de très beaux films qui sont vraiment magnifiques sur la banlieue, avec la violence que ça suppose, etc., les tensions et tout. Il faut regarder ça. Il faut leur donner la possibilité de s'épanouir, hein, sinon on ne fait pas société, quoi. Mais juste pour répondre à l'histoire de citoyenneté du monde, moi j'ai un vieux sage dans mon village qui m'a dit « Ça y est, tu es revenu ?» Je lui ai dit « Ouais, je suis revenu. » Il me dit « Tu es revenu faire quoi ici ?» Je lui ai dit « Non, mais je suis revenu ici. » Il m'a dit « Là où tu vis, il y a quoi ? Il y a des noirs. » Je lui ai dit « Oui. » Il y a des jaunes. Oui. Il y a des blancs. Il y a des moustachus. Il dit, oui. Il me dit « Regarde-moi, tous autour ici, ils se ressemblent. On se reproduit comme des... enfin, c'est des clonages, quoi. Il me dit, regarde, moi, je suis malheureux avec tous ces gens-là, j'ai envie de voir d'autres couleurs, d'autres trucs. Non, mais ils ont compris, les gens. Enfin, il y a une sagesse, quoi. Voilà. Je suis impatient de voir votre prochain film. Parce que, d'après ce que j'ai perçu, c'est vraiment un film d'espoir, un film ouvert sur l'avenir. Oui. Un film, de paix. Oui. Et ça, c'est dont on a tous besoin pour retisser des liens, voilà, d'humanité, fraternité, entre tout le monde. Bien sûr. Et donc vous avez un rôle éminent là, dans l'histoire. Et moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de publicité sur votre prochain film, parce que c'est très très important. Au-delà de l'aspect historique, enfin, qui marque des faits, mais c'est du fait passé. Donc il faut on construit l'avenir, on construit pour la jeunesse, pour voilà, un film d'espoir, vous l'avez dit hier, et ça c'est important pour embarquer la jeunesse sur d'autres projets que les ressentiments, etc. Et ça c'est notre rôle aussi, c'est votre rôle d'artiste de promouvoir ça, d'éveiller des petites étincelles là, avec la poésie que vous avez su mettre dans le film avec votre fille. Mais c'est juste peut-être, oui, vous avez raison. Moi, j'ai transmis ce que je savais à mes deux filles. C'est vrai, on parle souvent que de Dorothée qui a fait des films et qui est journaliste et tout, mais la grande, elle dirige une médiathèque à Nancy, enfin à Saint-Max. Elle m'a dit j'aurais voulu aller avec toi parce que j'ai toutes mes collègues à voir et tout. Et là, elle organise des projections de films, elle invite des chanteurs. Il est très proche aussi de ces idées de changement, de fraternité, de création, quoi, dans le sens propre du terme. Donc, moi, je suis très... Au moins, si je n'ai pas réussi à faire le film que je voulais, j'ai même mis au monde, enfin, pas moi, mais ma femme, deux filles qui sont magnifiques et puis qui peuvent impulser ces idées et continuer. Voilà. Il y a une expression un peu traditionnelle qui dit qu'on ne pleure pas sur du lait renversé. Donc on oublie, terminer, parce qu'il faut passer à autre chose. Oui, mais il faut savoir regarder ce qui s'est passé. Hein, parce que le lait, il est renversé, mais il faut voir autre chose pour imaginer un autre type de monde, sinon on ressasse. On revient sur nos erreurs passées. Et en même temps, par rapport à l'Algérie, on est tellement dans un blocage qu'il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation sans mémoire. Sinon on n'avance pas. On est toujours on ne sort pas de ce blocage-là. C'est ça un petit peu le problème. Je suis à moitié d'accord, parce qu'en fait, la mémoire, malheureusement aujourd'hui, on l'entretient, mais on l'entretient sur trop de tensions. Et on a besoin d'autre chose. Parce que si on reste sur les tensions, sur les difficultés, sur les horreurs de la guerre, sur les déportations, on ne s'en sortira pas. Oui, écoutez, moi, pour la mémoire, je suis là. Je vais vous dire quoi. Moi, j'ai découvert, j'étais en Algérie, on me disait toujours, il y a l'armée algérienne, le FLN, l'indépendance. J'arrive à Alger, je commence à travailler à l'époque à la radio algérienne. Je trouve à l'intérieur de ces rédactions des femmes qui étaient françaises, qui se sont engagées pendant la guerre d'Algérie, du côté du FLN. Elles étaient prisonnières. Ils ont réussi même avec des draps à se sauver de la santé, de la prison, et qui étaient là comme journalistes. Et ils se sont battus pour qu'ils
il y ait un département de l'information pour l'Algérie indépendante, etc. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On nous a toujours raconté que l'Algérie, c'est les Algériens, et puis c'est tout. Et là, je me retrouve avec des Françaises, des Français qui étaient pour l'indépendance, pour la liberté des peuples, je décortique. Et là, je commence à comprendre qu'est-ce que c'est le sens de l'histoire et comment construire une société multi-ethnique, multilingue, multiculturelle, etc. Moi, mon rêve, c'est de vivre en Algérie avec tous ces gens-là. C'est tout. Et je vais vous raconter une histoire simple. La charte de la Soumam, c'est-à-dire le fondement de la révolution algérienne, dit ceci: nous voulons créer un État libre et démocratique avec des Français, avec des Juifs, avec toutes les ethnies, et construire un pays. Et tout ça a été effacé. Effacé pourquoi? Parce que l'armée française a fait un travail de ravalement. Ils ont tué tous les dirigeants qui pouvaient penser le pays. L'armée algérienne, de l'autre côté, a ramassé tout parce qu'ils ne voulaient pas entendre parler des guérillas à l'intérieur. Ils veulent. Après, tu as Nasser qui est arrivé avec ses troupes. Il a formé une armée de l'extérieur qui a pris le pouvoir, etc., etc. Non, mais il faut revenir aussi aux bases fondamentales. C'est comme ça qu'on peut aussi reconstruire, pas uniquement se sauver, dire « Ah, ça y est, c'est fini, c'est le passé ». Non, il faut le regarder, le passé. C'est d'accord, parce que c'est les racines. Oui. Les racines, mais les racines, après, il faut les nourrir, sinon... Oui, bien sûr, voilà. Bien sûr. En tout cas, sur ces... Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non, c'était juste, vous utilisiez l'expression « faire société », et je crois qu'on est véritablement dans cette question-là aujourd'hui, je dirais au niveau français, au niveau algérien sans doute aussi. Mais faire société, ça veut dire prendre en compte toutes les composantes existantes, actives, et qui sont créatrices aussi, bien sûr. Je veux dire, de toutes les composantes qu'il peut y avoir dans la société, et de pouvoir faire véritablement une collectivité à partir de ça. Ça veut dire que chacun puisse prendre sa place. Ça veut dire accepter aussi que les autres soient là. Et d'ailleurs, on va passer au festival en novembre le film « Nous » de Alice Diop, qui est complètement sur cette problématique, et qui se termine sur La France de Jean Ferrat. Extraordinaire. Et c'est ça, c'est toutes ces composantes de la société. Et là, elle va chercher loin, elle va chercher dans tous les possibles. Mais pour finir, puisque nous arrivons au terme de cette discussion, moi je dirais aussi tout simplement, on va dire tout simplement, si nous arrivons déjà puisque vous parliez tout à l'heure de diffusion, à diffuser suffisamment les quelques récits de mémoire qui existent, qu'il s'agisse de films ou de textes, etc., qu'on les fasse circuler suffisamment, qu'on en parle, c'est déjà beaucoup. Il ne s'agit pas juste de produire de la mémoire, je crois que, et des récits de mémoire, mais je pense qu'il est aussi extrêmement important, une rencontre comme celle-ci sert aussi à ça, c'est aussi de faire circuler cette parole-là, cette mémoire-là, pour susciter des échanges, pour susciter des débats, et peut-être, pourquoi pas, engendrer d'autres paroles, effectivement, qui partent d'un passé un peu plus connu pour aller vers quelque chose de futur, quoi. Enfin, donc on espère moins sombre. Voilà. Donc merci Malek Lilou, merci beaucoup. Merci Olivier, merci à vous tous. Je vous rappelle que notre manifestation se termine aujourd'hui et elle se poursuit cet après-midi à 18h30, mais je le dis à nous, mais quand ça sera retransmis, ça n'aura pas beaucoup de sens. Enfin, en tout cas, il y a un film Mofi qui est un très très beau film qui va être projeté cet après-midi à 18h30 à Apt, qui s'appelle Mofi, d'un cinéaste sud-africain important, qui est aussi un film d'ailleurs sur la mémoire, une mémoire récente de ce qui s'est passé, terrible en Afrique du Sud. Et puis à 21h30, mais à Villars, on projettera un film mozambicain, mais qui se déroule en Angola, adapté d'un roman, également sur l'histoire récente aussi de
de l'Angola qui s'appelle Grandma 19 and the Soviet Secret. Merci à toutes, merci à tous et au revoir. Merci à toi, merci beaucoup. Merci.